Donc, j'ai un peu changé le titre. Maintenant, c'est marqueurs linguistiques et transition alimentaire à Bornéo. Bon, les systèmes de subsistance sont des éléments constituants primordiaux économiquement et socialement des communautés humaines, et ces systèmes évoluent au cours du temps par la diffusion ou l'introduction de ressources naturelles nouvelles, des espèces végétales ou animales, et de techniques nouvelles en relation avec l'exploitation à but alimentaire de ces ressources. Une telle évolution se fait par épisodes successifs qui sont eux-mêmes des processus de long terme. Donc dans cette présentation, je m'intéresse à 3 catégories de ressources végétales qui sont les principales sources de féculents, ce que les anglophones appellent carbohydrates, donc les céréales, les tubercules et autres racines, et les palmiers. Je laisse de côté les ressources en protéines animales procurées par la chasse et la pêche et les fruits, bien que certains fruitiers comme les jacquiers ont pu jouer un rôle très important dans les transitions alimentaires, par exemple celle de la chasse-cueillette à la riziculture au cours de la sédentarisation des nomades. Mais les fruitiers en général, qu'ils soient endémiques ou sauvages, domestiqués ou cultivés, ont souvent à Bornéo une saisonnalité de fructification massive erratique, qui s'appelle mast fruiting, qui gouverne les migrations animales et influence le succès de la chasse en plus. Ce ne sont donc pas des éléments permanents et fiables pour la subsistance en milieu forestier. Ensuite, je m'intéresse surtout aux peuples forestiers, c'est-à-dire là les Dayaks des régions centrales où j'ai travaillé, des peuples qui ont longtemps vécu en quasi-autarcie et que la mondialisation alimentaire n'a atteint qu'il n'y a pas très longtemps. L'ethnologue a donc encore accès à leurs pratiques traditionnelles de subsistance, sinon par l'observation directe, du moins souvent par le recours à leur tradition orale. Ces Dayaks résident exactement sur l'équateur, dans un climat tropical humide sans saison marquée, et dans une forêt dense appelée la forêt à diptérocarpacée. Je ne m'étendrai pas plus avant sur les aspects environnementaux. Les langues des Dayaks appartiennent à la famille austronésienne et plus précisément à plusieurs groupements de langues malayo-polynésiennes et des reconstructions du lexique des proto-langues proto-austronésiens et proto-malayo-polynésiens par les méthodes de la linguistique historique ont permis d'identifier un certain nombre de plantes utiles et d'évaluer leur antiquité. Et les langues actuelles préservent des témoins des anciennes pratiques de subsistance, donc des traces de transition alimentaire passée. La toponymie et l'ethnonymie fournissent également des indices sur ces pratiques, et je parlerai de la relation entre les changements de système de subsistance et l'identité ethnoculturelle, et donc avec les ethnonymes. Enfin, j'aborderai des théories récentes sur les raisons derrière les choix d'opérer ou non une transition, parfois des raisons sociales et idéologiques qui vont à l'encontre des raisons d'optimisation économique, surtout en ce qui concerne la riziculture. Les systèmes de subsistance traditionnels connus à Bornéo font toujours un usage combiné de diverses ressources végétales, sauvages ou apprivoisées, comme partout ailleurs avant nos monocultures industrielles. Donc, les 3 catégories de sources de féculents sont longtemps demeurées associées pour constituer des systèmes de subsistance plus ou moins stables, conçus et ajustés par les Dayaks de l'intérieur de l'île pour leur offrir un niveau acceptable de garantie de sécurité alimentaire. Certains événements peuvent provoquer des ruptures de cette stabilité, induisant les Dayaks à modifier leur système de subsistance, par exemple un changement climatique de longue durée, des pluies excessives, une longue sécheresse, un conflit avec une émigration vers une autre région, l'introduction d'un nouveau cultigène intéressant, le problème des ravageurs ou des maladies des plantes, une pression de groupes voisins ou d'un gouvernement. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un exemple d'inondation, de crue.
Donc, dans la plupart des cas, une adaptation à de nouvelles conditions s'opère pour rétablir au plus tôt un niveau acceptable de sécurité alimentaire et tendre vers un système de subsistance alternatif satisfaisant. Dans la pratique, les systèmes de subsistance sont toujours en devenir et jamais figés. Donc, de ce fait, les transitions ne sont pas des événements, mais des processus lents. Par exemple, la transition entre chasse-cueillette et agriculture ne donne à voir généralement qu'un continuum de situations intermédiaires entre deux pôles, des pôles qui en pratique n'existent pas vraiment. Donc je vais commencer par vous présenter une sélection de plantes utiles qui ont joué un rôle important dans l'histoire économique et dans l'histoire du peuplement de Bornéo. Je donne les noms de la classification linéenne pour les amateurs, s'il y en a, et j'ai mis des images pour que la botanique passe mieux. Voilà, ça c'est pas le Quax, c'est le Coix. Le Coix, c'est les larmes de Job, l'herbe à chapelet ou à collier. Tous les Dayaks faisaient des colliers de graines. Et le Coix est indigène dans l'Asie du Sud et Est, mais son origine exacte est inconnue. Il est cultivé depuis 3000 ans en Inde et 2000 ans en Chine. C'est une graminée annuelle riche en amidon et sans gluten, très importante en Asie du Sud-Est avant la diffusion du riz et plus tard la diffusion du maïs. C'est une plante alimentaire, fourragère, médicinale et ornementale. Elle est encore cultivée à Bornéo comme nourriture de réserve ou de famine. Et dans la région indo-malaisienne, ça s'appelle jelai. On en connaît deux variétés principales, sauvages et cultivées. Le maïs, ça c'est notre maïs, c'est un proche parent du coix. Il est consommé depuis 7000 ans au Mexique et cultivé depuis plus de 5000 ans. Il a atteint l'Europe vers 1500, il avait 1500, et l'Asie du Sud-Est au XVIe siècle, mais il est inconnu à l'état sauvage. Luc Jalot a parlé de l'éleusine. L'éleusine, effectivement, c'est une espèce apparentée au maïs, mais ça n'est pas c'est peut-être ce qu'il reste du maïs d'origine. Alors, il est désormais cultivé partout à Bornéo. Ça s'appelle jagung en indonésien et en malaisien, mais beaucoup de langues dayak ont conservé le terme jelai du coix pour parler du maïs. Je vais reparler de ça plus tard. Le 10, c'est Setaria. Setaria, c'est les millet. Le millet ou les millets. Il y a de nombreuses espèces, là aussi inconnues à l'état sauvage, mais cultivées depuis 7000 ans en Chine et 5000 ans en Europe. Il a diffusé très tôt en Asie du Sud-Est. En Malaisie, on l'appelle Tekoi ou queue de chat. À Bornéo, c'est Jawé. Jawé et un autre nom qu'on lui donne, c'est Iku Asu, qui veut dire queue de chien. Alors, entre queue de chien et queue de chat, on a le choix. Au milieu du XIXe siècle, un missionnaire notait, je cite, dans l'intérieur de Bornéo, on plante beaucoup de millet au lieu de riz. Aujourd'hui, il est quand même nettement plus rarement cultivé. Ici, vous avez justement le riz, Oryza, l'espèce commune Oryza sativa, qui est originaire du piémont des Himalayas. Elle est cultivée en Inde depuis 9000 ans. Elle s'est propagée en Asie du Sud-Est archipélagique à partir de 1500 avant le Christ. Et elle comprend de nombreuses variétés et certains groupes Dayak en connaissent et en cultivent plusieurs dizaines, dont des riz gluants, la variété glutinosa, plusieurs méthodes de culture en Bornéo sur essarts de collines par défrichement et brûlis ou dans des zones marécageuses ou encore en rizières inondées ou irriguées. Le riz sur pied dans le champ est nommé padi ou pari ou parai et divers cognas. Les cognas, ce sont des termes de même étymologie. Et le riz, après la moisson, est décortiqué. Il est nommé bras, comme le terme en indonésien et en malais, et d'autres variantes.
Mais quelques langues de la région centrale n'ont pas adopté ce terme et je reviendrai plus tard sur la terminologie du riz. Les Dioscorées. Les Dioscorées, c'est le nom scientifique des ignames. Les ignames, ce sont des plantes extrêmement importantes dans l'histoire économique de Bornéo. Il en existe une demi-douzaine d'espèces indigènes dans la zone indo-malaisienne, dont 3 importantes, Dioscorea alata, celle que vous avez sous les yeux, et 2 autres que je vais vous montrer. La Dioscorea alata, c'est la grande igname, qui s'appelle Ubi, qui est originaire de l'Asie du Sud-Est, donc endémique à l'Asie du Sud-Est, où elle est devenue un cultigène avant d'évoluer en diverses races cultivées dans toute l'Asie du Sud-Est. Ces tubercules étaient très profonds et difficiles à extraire, ce qui fut amélioré par sélection. Elle a été intensément cultivée, elle se conserve bien et elle est devenue, avec le temps, une excellente nourriture de marine. Et elle a diffusé comme ça vers la Polynésie et vers Madagascar. La deuxième Dioscorée, c'est Dioscorea esculenta, c'est la petite igname qui a probablement été domestiquée en Thaïlande pour ensuite se diffuser largement vers l'Asie tropicale et le Pacifique. En fait, celle-là, j'ignore quelle importance elle a pu avoir à Bornéo et quel nom les Dayaks ont pu lui donner. Et la troisième, c'est Dioscorea hispida. Donc, vous voyez, vous avez trois Dioscorées qui sont très faciles à identifier à l'œil par leurs feuilles. Mais pour les racines, c'est autre chose. Donc, la Dioscorée hispida, c'est l'igname amer, Gadung, qui a une aire de diffusion du sud de la Chine à la Nouvelle-Guinée. Le tubercule contient un alcaloïde qui est neurotoxique s'il est consommé sans traitement, d'où son nom à la région indo-malaisienne, Gadung Mabuk, ça veut dire le gadung qui rend malade. Mais il est très facile à extraire et riche en fécule. Et en fait, cette plante, malgré sa neurotoxicité, est devenue la principale source de féculents en Orient en temps de famine. Ces Dioscorées, surtout Alata et Hispida, étaient d'une grande importance pour les groupes nomades et pour les Dayaks qui n'étaient pas riziculteurs, comme pour les riziculteurs en temps de disette. C'est-à-dire que quand on n'avait pas de riz et qu'on n'avait rien d'autre à manger, on se retournait vers cette Dioscorée avec tout le travail qu'elle demande pour être détoxifiée. Mais avec l'arrivée des tubercules américains, leur culture et leur consommation se sont fortement réduites à Bornéo et elles et leurs noms locaux sont pratiquement tombés dans l'oubli. Donc les Dioscorées sont relativement peu utilisés maintenant, uniquement en cas de besoin. Et le nom Ubi, que je trouve très ubiquiste, étant utilisé pour nombre de tubercules et autres ressources souterraines, avec une racine de proto-malayo-polynésien qui est Ubi, justement, il est souvent difficile de déterminer dans un entretien de quelle plante on parle, à moins d'avoir le nez sur ses feuilles. Voilà, la patate douce. La patate douce, elle également, est inconnue à l'état sauvage. Elle est devenue un cultigène au Pérou depuis au moins 4000 ans et s'est répandue à partir du XVIe siècle dans toutes les régions tropicales et subtropicales du monde. Elle a été introduite au XVIIe siècle dans l'archipel et ces tubercules, qui sont en fait pas des tubercules mais des racines tubérisées, sont comestibles et riches en amidon. Elle est appelée ubi aussi, donc comme tous les tubercules, ubi jalar en Indonésie et ubi keladi en Malaisie. Et elle est encore souvent cultivée, malgré l'expansion largement prééminente du manioc. Le manioc, c'est le success story des régions tropicales. C'est une euphorbiacée américaine qui comprend le genre manioc, qui comprend une centaine d'espèces, et son spécimen type, c'est le manioc proprement dit, qui produit des tubercules comestibles. Il s'est répandu dans toutes les régions de climat tropical humide, avec 2 cultivars. Les cultivars, c'est des variétés cultivées. Le manioc doux, qui est peu profond et peut être directement consommé, c'est celui qu'on mange en chips ou frit.
et le manioc amer qui, lui, contient une toxine et qui doit être traité. Et ce manioc amer, une fois traité, il est transformé en une fécule riche en amidon qu'on appelle le tapioca. La culture du manioc est extrêmement simple. Un simple bouturage, vous plantez un bout de bâton, un petit bout de bois, un petit bout de tronc de manioc dans le sol et ça pousse. Et ensuite un sarclage et la récolte au bout de 6 mois. Aujourd'hui, c'est une culture majeure en Asie du Sud-Est, particulièrement en Indonésie et en Thaïlande. En plus, en prime, on en fait une boisson alcoolisée et les feuilles peuvent aussi être consommées en légumes. Le manioc, quand il est arrivé, quand il a débarqué à Bornéo, il a extrêmement vite est devenu très populaire chez les Dayaks. Mais le revers de la médaille, c'est que comme il est comestible et peu profond, le tubercule, les cultures doivent être protégées des prédateurs animaux. Les noms du manioc sont généralement composés sur le même terme primaire que les dioscorées et la patate douce, à savoir ubi, et divers cognats de ubi, ou encore alors ketela ou singkong. Les taros maintenant, les taros, autre genre de plantes importantes. Les taros sont des plantes non pas à tubercules, mais à racines centrales pivotantes. Si vous trouvez que c'est compliqué, vous pensez à une carotte ou à un navet. Et deux genres de taros sont importants à Bornéo. Colocasia esculenta, celui que vous avez à l'image, c'est originaire du sud de l'Asie centrale, où il fut probablement cultivé avant le riz. Et il est cultivé en Asie du Sud-Est insulaire depuis au moins 2000 ans. Sa racine pivotante bien sûr, contient une fécule comestible. À Bornéo, il est cultivé dans les zones marécageuses ou en association avec les rizières humides. La racine a un goût âcre qu'on élimine soit par cuisson, soit par fermentation. Dans la région indo-malaisienne, il est appelé talas, keladi ou bentul. Et dans l'intérieur de Bornéo, on trouve d'autres termes qu'on va recroiser un peu plus loin, Upa ou Ofa et Luai ou Luai. Il y a d'autres termes encore. Et vous avez en plus le taro géant. Le taro géant, également appelé oreille d'éléphant, est indigène en Asie tropicale, en Australie et en Océanie. La racine est utilisée pour la fécule, les tiges et les feuilles comme légumes et comme fourrage. Et cette espèce particulière, Macrorhizos, est importante pour l'agriculture de subsistance en Asie du Sud, du Sud-Est et en Océanie. Et dans la région indo-malaisienne, elle est généralement nommée bira. Et nous passons rapidement au palmier, le troisième élément de nos plantes à fécule. Les palmiers, c'est comme les cochons, tout est bon. Tout est bon dans le palmier. Les palmes fournissent une toiture, le pétiole fournit des cannes à pêche, les feuilles, on peut en faire une sorte de papier, le cœur, on le mange, c'est comestible, le cœur de palmier. Les fruits sont des noix et l'inflorescence du palmier produit une sève abondante dont on fait une boisson sucrée. On en fait aussi du sucre, qu'on appelle du sucre de palme, et des boissons alcoolisées, puisque le sucre se transforme très facilement en alcool. Enfin, le stipe, c'est-à-dire le tronc, qui est en réalité un faux tronc, sert à faire des planchers, et sa moelle est riche en fécule, et c'est ça qu'on appelle le sagou. C'est la fécule de la moelle du tronc, du stipe du palmier. Et Bornéo est très riche en palmiers. Et je ne parle pas des innombrables espèces de rotins qui sont de la même famille botanique et qui sont tout aussi utiles. Certains de ces palmiers, environ une dizaine d'espèces appartenant à une demi-douzaine de genres différents, fournissent cette moelle à fécule en plus ou moins grande quantité. Je vous présente trois espèces majeures. Le gros métroxylone, des régions côtières et lacustres, et c'est celui que vous avez là, et les deux espèces favorites des Dayaks de l'intérieur. Donc ce gros métroxylone, on va l'appeler le gros parce que son nom est un peu compliqué, est originaire de Nouvelle-Guinée et des îles Moluques, où il constitue la nourriture de base pour des peuples comme le Papou. Les Papous
dans des régions saumâtres et marécageuses et jusqu'à 700 mètres d'altitude. C'est une des rares plantes cultivées qui a voyagé d'est en ouest. Un tronc fournit, un stipe donc, fournit 150 kg de fécule en moyenne, et un tronc stérile peut fournir jusqu'à 400 kg. Voilà la production, la fabrication traditionnelle du sagou. L'exploitation de ce palmier a contribué depuis 2 millénaires à l'émergence de petits États marchands côtiers qui ravitaillaient en granulés de sagou les navires de commerce. Et aujourd'hui, dans certains ports, c'est une quasi-industrie avec une production de 10 à 20 tonnes par an, une quasi-industrie locale. Et ce palmier est généralement appelé rumbia dans la région indo-malaisienne avec divers cognats, ou de temps en temps Mulung dans le nord de Bornéo et Balao en Malaisie. Les sagoutiers de l'intérieur, les petits sagoutiers de l'intérieur, les sagoutiers sauvages de l'intérieur comme Eugésona utilis, poussent en gros bosquets. Les riziculteurs le consomment lors de la soudure annuelle ou pendant des expéditions en forêt. Pour les nomades, c'est la nourriture de base toute l'année, exploitée en rotation de bosquet en bosquet. La fibre est extraite du tronc et la fécule est recueillie par filtrage. Elle est réputée meilleure que celle du gros métro. Les nomades, Punan, Penan et autres, comme a mentionné Pierre tout à l'heure, exploitent ces palmiers, et chez ces nomades, les bosquets font l'objet d'un entretien périodique, de l'élagage, du débroussaillage, ce qu'on appelle en anglais stewardship. Nous sommes donc ici à la limite de l'horticulture, c'est-à-dire que ça n'est pas planté, ça n'est pas cultivé, mais c'est quand même, on en prend soin. Voilà. Ces espèces, il faut le préciser, sont endémiques à Bornéo. Voilà la deuxième espèce, Arenga undulatifolia. Alors, undulatifolia, il ne faut pas s'affoler, ça veut dire feuille ondulée. Cette espèce pousse jusqu'à une altitude de 1500 mètres, donc même à ces altitudes-là, on peut trouver à se nourrir. Elle a divers noms aussi, selon les ethnies, selon les groupes ethniques. Le sagou, proprement dit, est la fécule récupérée après filtration, alors encore humide ou séchée. Séchée, elle peut se conserver quelque temps, et les nomades, les Punan, la mélangent pour de nombreuses préparations alimentaires sous des noms variés, avec du lard, des légumes de la forêt, de la viande de gibier, etc. Voilà, donc je vous laisse là avec ces présentations botaniques, et je vais m'occuper maintenant des transitions. Donc déjà, il existe un grand nombre de mythes parmi les groupes de l'intérieur de Bornéo sur l'origine des plantes utiles, mettant en scène en particulier le meurtre sacrificiel d'une femme ou d'un enfant, dont les différentes parties du corps découpées se transforment en plantes ressources. Mais je donnerai ici simplement un autre mythe très bref, relevé dans la littérature orale des Aoheng, un groupe des sarteurs de riz de la région centrale des monts Muller, qui raconte, ce mythe qui raconte l'origine du riz. Un fameux héros culturel, Sangiru, le tigre, un jour fit une entaille dans un tronc de sagoutier. Le sagoutier, c'est les palmiers à sagou, et en retira des grains de riz. Un homme du village qui l'avait suivi discrètement sans se faire voir et avait observé la scène, fit plus tard une entaille dans le tronc de sagoutier, laissa s'écouler au sol du riz en grains et referma l'entaille avec un panneau d'écorce. Et depuis ce jour, on ne trouve plus de riz dans les troncs de sagoutier. Donc cette histoire évoque, dans quelques lignes de mythe, la transition historique des Aoheng d'une économie basée sur la fécule du sagoutier sauvage à la riziculture sur essar.
Bon, d'autres mythes, cependant, disent explicitement que le tigre, ce héros culturel, enseigna aux Aoreng comment préparer un essar et comment y semer du riz. Dans une étude des traditions historiques locales, une reconstruction sur environ 3 siècles est exactement ce que disait Pierre. Là, pourquoi est-ce que je répète tout ça? Il a tout dit déjà. J'ai pu établir que l'introduction du riz est le fait d'un groupe de voisins riziculteurs décidés à civiliser les Aoreng. Une intervention que j'ai pu dater grossièrement du tournant du 19e siècle. Donc j'ai mentionné tout à l'heure les termes du riz. Paris, le riz sur pied, brasse, le riz décortiqué. La langue Aoreng a adopté le terme Paris pour le riz sur pied, le riz sur pied dans le champ, mais pas le terme brasse. Et elle a préféré bricoler elle-même un nom à elle, les Bohan Paris, qui veut dire les grains du riz. Quant au riz cuit, la langue des Aoreng utilise le mot okun, qui est en fait un terme général qui veut dire nourriture. Et je reviendrai encore sur ces termes importants et leur signification pour l'histoire des transitions au riz. Le souvenir de cette histoire de Sagoutier, là, de mythe, est peut-être la raison pour laquelle les Aoreng, lorsqu'ils abattent un pan de forêt pour préparer un essar avant le brûlis, épargnent souvent un sagoutier que vous voyez en haut de la colline, si vous voulez aller siffler là-haut. Et le sagoutier, le tronc du sagoutier résiste aux flammes, à l'incendie du champ. Voilà, donc là, je vous ai proposé un bref inventaire illustré de botanique économique en soulignant en passant les plantes indigènes, celles qui ont diffusé tôt dans l'histoire ou la proto-histoire, et celles qui ont été introduites plus tard. Donc une périodisation grossière des plantes à féculents est récapitulée ici. Voilà. Donc, des transitions se sont produites à divers moments de la préhistoire et de l'histoire de Bornéo, avec l'introduction successive de nouvelles plantes. Donc là, sur ce tableau, vous avez des plus anciennes endémiques en haut, aux plus récentes en bas. Et donc, pour chacune de ces transitions, s'est produite à différents moments selon les régions de l'île, et dans tous les cas de façon lente et progressive. Et à Bornéo, qui est une grosse masse de terre, elle s'est produite depuis les côtes vers l'intérieur par les fleuves. Alors un exemple de ce type de processus pour les archéologues serait la néolithisation. Là, vous en avez entendu peut-être plus que vous n'en vouliez avec M. Jalot. Et surtout sa spatio-temporalité multiple. Ça, c'est un point extrêmement important. Pour les historiens, vous pouvez penser à la romanisation de la Méditerranée et éventuellement, vous pouvez aussi penser à Brodel ou bien au processus d'islamisation aussi. Et pour les ethnologues et les sociologues, on peut penser à la javanisation de l'Indonésie ou à toute entreprise de construction nationale dans un pays émergent. Donc c'est ce type de processus lent et qui s'étend et qui pénètre les cultures jusqu'à les changer. La polarité aval-amont est très prégnante chez les Dayaks de l'intérieur. C'est un élément primaire de leur système de déictiques spatiaux. Déictiques, c'est les éléments de langage qui concernent la localisation ou le positionnement dans l'espace ou dans le temps. Donc tout mouvement est référencé dans la langue des Dayaks par rapport à l'amont et à l'aval, ou par rapport au haut et au bas. De plus, culturellement et économiquement, tout élément nouveau, tout changement important pour les Dayaks de l'intérieur, par définition, par principe, ça vient de l'aval. Donc cette spatio-temporalité multiple des transitions alimentaires se trouve reflétée dans les langues
qui sont nombreuses et variées, comme vous l'a dit M. Leroux, des communautés ethno-culturelles de Bornéo. Notez que ces langues sont d'autant plus diverses que l'on progresse vers l'intérieur, tandis qu'au niveau des régions côtières, une certaine homogénéité prévaut. Alors évidemment, l'aspect linguistique de ce que je vais présenter n'apporte peut-être pas grand-chose aux archéologues. Ils n'ont pas accès aux langues, mais bon, on a accès aux langues d'aujourd'hui qui nous révèlent des choses sur le passé. Donc je me lance maintenant dans un exercice que l'on pourrait appeler de la botanique économique, linguistique, historique. Et à cause de la spatio-temporalité multiple des transitions, je m'intéresse seulement à ces chronologies relatives locales et surtout à ces diverses modalités locales. Donc j'insiste là sur divers et sur local. Je commence par une transition du coïx au maïs. Quelques exemples différents selon les groupes ethniques qui sont passés du coïx au maïs, mais de façon différente. Ce sont donc, je l'ai dit, deux espèces botaniquement très proches, et c'est une parenté que les Dayaks ont reconnue et que leur langue exprime également. Les Dayaks de Laval, proches des côtes, ont depuis longtemps adopté le maïs, et leur langue ont adopté le terme indonésien et malais jagung, mais je m'intéresse ici plutôt aux langues de l'intérieur qui ont conservé un cognat du terme jelai pour désigner le coïx, qui a demeuré longtemps la plus importante des céréales mineures. Les groupes Kenya du Kalimantan oriental sont dans ce cas et désignent le coïx par le terme traditionnel jelai en lui ajoutant un déterminant secondaire, latung, qui signifie au bord de l'eau, en référence à son habitat. Donc jelai, c'est jelai latung, ça c'est le coïx. Et pour désigner le maïs, les langues kenyas ont trouvé un déterminant secondaire distinct qui est ba, et ba c'est un cognat de bras, donc du riz décortiqué. Donc le maïs est appelé jelei ba, c'est-à-dire grosso modo quax qui ressemble à du riz, enfin, qui sert comme le riz. Donc ceci suggère que l'introduction du maïs a engendré la séparation du terme jelai de la langue des Kenyas en deux taxons différents, l'un pour le coïx, qui précise son habitat de zone humide, l'autre pour le maïs, qui précise qu'il est fonctionnellement bas, c'est-à-dire comme le riz, pour souligner son usage de céréales importantes. Certains groupes des monts Muller, comme les Hobongan ou les Crého, ont aussi pour le maïs un nom, et c'est Bodja. Bodja signifie riz décortiqué. Donc le maïs a un nom qui signifie riz décortiqué, qui est en fait, le mot est un emprunt aux Hautes-Danoum et aux autres peuples du sud de l'île, et ceci nous signale que le maïs a été introduit chez ces groupes depuis le sud de l'île et le fleuve Barito, d'une part, et qu'il est pensé comme équivalent du riz, Bodja, plutôt que du coïx, le mot jelai, ils l'ont pas adopté. Là, pour quelle qu'en soit la raison, ces groupes-là ont pensé le maïs comme apparenté au riz, au point de vue de leur usage, plutôt qu'apparenté au coïx, du point de vue botanique. Les Aoheng, dont j'ai déjà parlé, les Aoheng du Haut-Mahakam ont conservé le terme traditionnel, leur terme traditionnel qui est chori. Chori, c'est un cognat de jelai pour désigner le coïx. Et pour désigner le maïs, ils lui ont adjoint un déterminant de second ordre, halo, et halo signifie étranger de Laval. Donc le taxon vernaculaire, chori halo, confirme explicitement l'introduction assez récente du maïs et son origine allogène par le fleuve Mahakam depuis la côte est.
non pas la côte sud comme tout à l'heure, et implicitement, il confirme le fait que le maïs s'est substitué au coïx que les Aorengs utilisaient auparavant. Néanmoins, jusqu'à ce jour, les Aorengs plantent dans un coin de leur champ quelques pieds de coïx dont les graines étaient utilisées à des fins décoratives, mais j'en reparlerai dans un moment. Et je continue toujours sur le coïx. D'autres groupes de l'amont ont attribué au maïs le nom de coïx, c'est-à-dire Jalai, sans déterminant secondaire. Sans déterminant secondaire, ce qui suggère que le maïs a fonctionnellement totalement remplacé le coïx, au point que le nom même du coïx a été transféré au maïs tel quel, sans déterminant secondaire. Les Calabites des hauts plateaux centraux ont conservé le mot dalé, qui est ont utilisé pour le maïs. Les Calabites des hauts plateaux ont dalé, qui est le nom de coïx pour le maïs, mais ils ont conservé pour le coïx deux taxons avec un déterminant de second ordre, dalé arur, arur signifiant ruisseau, et dalé lao, lao signifiant fin. Sans doute deux variétés sauvages et cultivées. Donc ici aussi, le maïs a remplacé les céréales mineures et a pris leur nom, a pris le nom de le merlai, mais le nom sans déterminant secondaire. Donc ceci suggère que ces groupes, comme les Aorengs et autres, ont continué de cultiver le coïx, soit sur une certaine superficie par précaution en cas de disette, donc voir le terme lao qui dit d'aller lao veut dire coïx pour la faim comme pas la soif, soit dans un petit coin de champ, juste assez pour renouveler la semence. Alors les Dayaks conservent toujours un certain nombre de semences diverses dans leur grenier. Pour ces semences, il faut les renouveler régulièrement pour qu'elles restent fraîches et fertiles. Ou alors, ils font ça pour des fins rituelles. Donc, là, ce qui est clair, c'est que comme partout d'ailleurs, les fermiers traditionnels tendent consciemment à maintenir leur savoir sur des plantes sauvages en cas d'urgence. Enfin, les Udanom occidentaux, une autre tribu du sud-ouest, ont un terme unique, kotovung pour le maïs, et deux taxons à déterminant secondaire pour le coïx. Alors, on a kotovung uktip. Uktip veut dire collier, donc ça réfère probablement aux perles du collier, les graines de coïx qui servent à faire des colliers, et kotovung karti, qui veut dire briser. Ces deux taxons sont soit deux synonymes pour la même espèce, soit deux variétés du coïx, et le terme kotovung est sans parenté aucune avec jagung, le maïs, ou avec jalai, le coïx. Mais là, le coïx étant d'introduction largement antérieure au maïs, on peut supposer que kotovung est un terme ancien, désignant initialement le coïx ou les deux variétés de coïx, et ensuite que, comme dans les exemples précédents, le maïs a supplanté le coïx dans sa fonction alimentaire et a pris pour nom, le maïs a pris pour nom le terme primaire du nom du coïx. Et dans la langue, comme probablement dans l'usage, le ou les coïx sont laissés à l'arrière-plan, probablement parce qu'ils ne sont plus ou moins utilisés, et pour être identifiés, on a dû leur donner des noms à deux termes. Donc là, on a exactement le processus inverse, c'est-à-dire que la plante originaire a perdu son nom avec un déterminant primaire unique et est réduit à être connu comme avec un nom un déterminant à deux termes. La transition de la chasse-cueillette à la riziculture, c'est la transition d'une économie de chasse-cueillette avec une subsistance basée pour les féculents sur une combinaison de plantes sauvages, sagou, igname, taro,
à une économie agricole centrée sur le riz. La fécule de sagou extraite des sagoutiers sauvages, principalement les deux petits sagoutiers que je vous ai montrés, et la forme moderne, entre guillemets, de cette transition, c'est-à-dire moderne dans les 3 derniers siècles, inclut le passage par la case manioc. La case manioc, le manioc, cette plante américaine qui a diffusé à Bornéo à partir du XVIIe siècle. Les petites bandes de nomades forestiers voisinant avec des groupes d'agriculteurs se laissent convaincre de planter des bananiers et du manioc autour d'un hameau impermanent où ils viennent troquer de temps en temps entre 2 tours de migration en forêt. Et après quelques intermariages, certains apprennent de leurs voisins la culture du riz. Et en quelques générations, le duo manioc-bananier fait très efficacement office de pont dans la transition vers le riz. Le plus souvent, ces nomades deviennent riziculteurs et changent d'identité, changent d'ethnonyme et changent même parfois de langue au bout d'un certain temps. Mais certains groupes demeurent partiellement nomades pour des raisons économiques. Les raisons, c'est la collecte des produits forestiers commerciaux pour le troc. Ce sont les Punan, les Penan et autres dénominations qui sont dans cet entre-deux. Ça, c'était ma thèse il y a 40 ans. Donc, les langues de ces groupes de semi-nomades ou d'anciens nomades, Punan, Penan, qui ont chacun un nom local, un nom, un ethnonyme particulier, qui en général réfère à un toponyme. Tous ces gens portent, toutes ces langues portent dans leur lexique les traces de l'histoire de leur contact avec des groupes agriculteurs. La séquence riz sur pied, riz décortiqué, riz cuit, donc en indonésien padi, beras, nasi, est donné là. Le premier terme dérive d'une racine reconstruite proto-malayo-polynésienne padjai, et le second d'une racine proto-malayo-polynésienne bras. Tous ces groupes ont un cognat pari, pour le riz plante, qui vient de leur voisin, ça c'est la 3e colonne, qui vient de leurs voisins, les Kayanes du centre de l'île, qui sont des riziculteurs de long cours et qui les ont initiés à la culture du riz. Certains groupes nomades, les Bobouli, ont aussi emprunté pour le riz décortiqué le terme Baha, qui vient aussi des langues kayanes. Baha, c'est un cognat de Bras. Et de même, les groupes du Nord-Est. Mais les groupes du Mont Muller, en partie d'anciens nomades, ont bricolé, comme je l'ai montré tout à l'heure, leurs propres termes, Bohan Pari pour les Orang et le Soputan, qui veut dire grain de riz, et Luang Pari pour les 2 autres, les 3 autres, qui signifie contenu du riz. Bon, quant au riz cuit, aucun groupe n'a emprunté le terme indonésien moderne nasi, qui de toute façon n'est utilisé à Bornéo qu'en région urbaine ou à l'école. Les Bobouli utilisent le mot kanen des langues kayanes, qui signifie simplement nourriture, et par extension riz cuit. Et ce kanen dérive d'un jeu de racines anciennes dont le sens tourne autour de manger, nourriture et riz cuit. Les termes kun et okun sont probablement issus d'un fond linguistique plus ancien, commun à de nombreux groupes nomades distribués dans tout Bornéo. Et le terme taru, que vous trouvez en haut à droite, semble renvoyer au sens de bouillie ou de porridge. Une ambiguïté des sources suggère que les termes collectés pour sagou varient selon que la fécule est crue ou cuite et ou selon la plante dont elle provient, donc le sagou, le manioc ou le riz. La série Lo, La, Alo, et peut-être aussi Oa et Oula, semble désigner une bouillie de fécule et dériver d'un terme proto-malayo-polynésien qui est palou, farine de sagou. Les termes Apu et Afu
pourrait dériver du proto-malayo-polynésien mapu, qui désigne plus ou moins clairement un taro, ou peut-être la fécule de taro. Et il faut noter que les noms lo, alo de la première colonne et le halo de la deuxième colonne sont des quasi-homophones, mais sémantiquement distincts. Donc, on a vu que de nouvelles céréales peuvent se substituer aux anciennes pour un même usage, en s'appropriant leur nom, par exemple maïs et coix. Il est plausible qu'un même terme désignant un usage pour tout plat de bouillie soit utilisé pour désigner aussi n'importe quelle fécule crue, qu'elle soit de sagou, de manioc ou de taro. Et par ailleurs, certaines habitudes alimentaires, comme le goût des nourritures féculentes molles, alors je mets molles entre guillemets, comme par exemple la bouillie de sagou des nomades, ces habitudes alimentaires ont certainement tendance à se perpétuer au travers des transitions dans des usages mous du manioc et du riz. Voilà. Ça, c'est la transition de la chasse-cueillette à la riziculture avec le manioc. Et dans la transition sans le manioc, à l'époque antérieure à l'arrivée du manioc. Donc, les bons auteurs admettent que les groupes kenyans étaient encore, il y a quelques siècles, des nomades dans les régions montagneuses de l'est de Sarawak. Certains groupes pénétrèrent du nord vers le sud dans le haut bassin du fleuve Kayan, c'est la flèche verticale, les uns migrant ensuite vers les plateaux, tout droit vers le sud, vers les plateaux d'Apokayan, et les autres bifurquant vers la rivière Barao, vers l'est. Une étude en 1993 de la terminologie du riz dans les langues d'une dizaine de groupes kenyans de la Barao a mis en évidence certains traits inattendus. Pour toutes ces langues, le riz sur pied, padei, et le riz décortiqué, ba, sont des cognats des termes des langues kayanes voisines, pari et bras. Mais pour le terme riz cuit, certaines langues sur la moyenne Barao ont kan ou kanen, et d'autres sur la très haute Barao ont le terme ma. Et donc les termes du type kan, kanen désignent ici le riz cuit ferme, du riz cuit al dente, ce qui correspond au riz kanen des Kayanes, à la mode kayane. Le terme ma, en fait, dérive du proto-malayo-polynésien pamai, qui désigne en fait du riz mou. Mou, entre cuisson normale et porridge ou bouillie, parfois mélangé avec du taro. Donc une de ces langues a même pour riz cuit le terme fa-ling, dans lequel fa renvoie peut-être à ufa ou opa, le taro. Une étude d'ethnohistoire associée à la précédente révèle que les groupes de type Kanen ont longtemps vécu à proximité des riziculteurs Kayan des plateaux d'Apokayan, dont ils ont acquis les techniques des sartages et probablement aussi les outils de métal nécessaires. Et les groupes de type Ma, encore nomades et subsistant de sagou, transitèrent au cours de leur migration vers l'est par des régions montagneuses où ils vécurent de taro dans les marécages. Et arrivés à la rivière Barao, ils se mirent à la cultiver du riz, et ce riz, ils le consommèrent, et ils le consomment toujours, mélangé avec du taro selon leur goût pour les repas mous. Donc c'est du riz mou mélangé avec du taro. Sur la Barao, les nouveaux voisins de ces Kenyans, les Sabon, un peu au nord, tout à fait en haut de la rivière Barao, qui étaient des gens depuis longtemps riziculteurs, adoptèrent le riz mou à la mode Kenya, et d'autres nomades, les Benan Benaloui, qui sont mentionnés dans le tableau précédent, les Benan Benaloui en bas, ils ont le terme ma, et ils sont arrivés bien plus tard sur la Barao et ils ont adopté aussi le riz mou et le terme ma, et, qui n'est pas à l'origine de leur langue. Et ils différencient maintenant entre ma-ka, qui est le riz à cuisson normale, et ma-tonia, qui est le riz mou. Et ce riz mou était plus compatible, et toujours plus compatible avec leur goût de mangeurs de sagou. Et
pardon, il le mélangeait, et il le mélange avec de la fécule de sagou ou avec du taro. Donc vraiment, c'est du mou, super mou. Pour tous ces groupes kenyans, la transition à la riziculture sur Essar est à peu près concomitante, quoique par des voies différentes, et elle remonterait à moins de 3 siècles. La terminologie du riz et la résilience des habitudes alimentaires permettent un éclairage sur l'histoire et les modalités des transitions. Chaque cas local, chaque transition est unique. C'est une illustration de la spatio-temporalité multiple et de la diversité des processus. Les raisons sociales que j'avais mentionnées au début, j'y viens. Ces transitions n'adviennent pas par elles-mêmes, elles sont le résultat de choix conscients. Donc, quelles sont les raisons que peuvent avoir des communautés traditionnelles au cours de leur histoire pour modifier leur système de subsistance, c'est-à-dire choisir de remplacer un élément clé de leur combinaison de ressources alimentaires par un autre, un élément nouveau qui leur est proposé. Là, je parle toujours de plantes et de carbohydrates. On évoquera d'abord des raisons économiques que les communautés Dayak vivant en économie de subsistance sont tout à fait en mesure d'évaluer. Par exemple, telle plante produit plus que telle autre, telle plante est plus facile à exploiter que telle autre. Les Dayak testent d'abord une nouvelle plante sur une petite superficie en parallèle de leurs ressources habituelles pour mieux comprendre son habitat préféré, sa saisonnalité, les techniques de culture et sur plusieurs années son rendement. Nous avons une méthode de mesure de la rentabilité alimentaire, le rapport du nombre de calories produites au nombre de jours de travail, donc indirectement calories produites sur calories dépensées. Je voulais vous montrer un tableau comparatif de ces valeurs à Bornéo pour le riz, le maïs, le manioc, la patate et le sagou, mais je ne l'ai pas retrouvé. En tout cas, il en ressort de ce tableau que le riz n'est certainement pas l'option la plus intéressante. Et dans cette dernière partie, je vais focaliser sur le riz. Le riz sur Essar offre un assez faible rendement à l'hectare à Bornéo, souvent moins d'une tonne, ce qui est dû à des facteurs environnementaux, des sols pauvres ne permettant qu'une seule récolte par an, et des facteurs techniques, l'absence d'intrants par exemple. De plus, la riziculture à Bornéo est une entreprise à haut risque. Les événements climatiques, on en a parlé tout à l'heure, les ravageurs, les sangliers, les cerfs, les insectes, les oiseaux et les maladies. Et enfin, il apparaît que la valeur alimentaire du riz mesurée en calories par kilo est inférieure à celle d'autres plantes à fécule. En bref, la riziculture est difficile et peu rentable. Alors, pourquoi faire le choix d'une transition vers la riziculture à Bornéo? La riziculture n'est pas un devoir évolutionnaire sur une échelle de valeur, et certains peuples ont refusé cette option, explicitement ou pas. Par exemple, les nomades forestiers qui ont préféré demeurer nomades, dont certains expriment clairement qu'il s'agit d'un choix idéologique autant qu'économique, ou les cultivateurs de sagoutiers métro, le gros métro. D'autres encore ont choisi d'intégrer le riz comme un élément parmi d'autres pour élargir et enrichir leur panoplie traditionnelle de ressources alimentaires qui est flexible et leur garantit une meilleure sécurité. Par exemple, les Léovongans du Haut-Capouas, qui ont été rencontrés en 1894 par l'explorateur Nevenhuis, vivaient de leurs petits champs de riz pendant quelques mois de l'année, peut-être 3 mois, puis partaient en forêt se nourrir de sagou sauvage lorsqu'il n'y avait plus de riz. Quand je les ai visités, ces gens-là, 100 ans plus tard, ils fonctionnaient toujours de la même manière. C'est donc un système stable, souple et satisfaisant pour leur sécurité alimentaire. Comme raison de choix apparemment économiquement irrationnelle de la riziculture, certains chercheurs ont proposé la recherche de prestige. Le riz, un fructigène importé de Laval, est souvent auréolé du prestige de la nouveauté, car Laval est conçu comme la source d'une plus haute civilisation. Par ailleurs, le cycle du riz est accompagné de nombreux rituels complexes et de grandes fêtes ostentatoires prestigieuses. Les riziculteurs sont perçus et se perçoivent eux-mêmes comme sophistiqués et tout simplement supérieurs. Et pour les communautés désireuses d'adopter la riziculture, le changement identitaire consécutif à cette transition et le statut qui lui est associé sont souvent
le but recherché. Ouais. Je me souviens que les Aoheng, qui sont des riziculteurs accomplis, mais depuis moins de 2 siècles, parlaient avec mépris de leurs voisins et ennemis du sud, les Hautes-Danum, comme de mangeurs de racines, Kumanuvi, car ils vivaient de manioc et de taro. Inversement, les Hautes-Danum et les groupes du sud, appelés les Aoheng et les groupes Kayan du Mahakam, les Pari, c'est-à-dire les gens du riz, et dans la région du Haut et Moyen Mahakam, des rivières, un grand nombre de rivières portent le nom de Pari, et cela rappelle les territoires où les immigrants Kayan installèrent leurs premiers chanderies. La recherche du prestige est certainement une raison de première importance, qu'il s'agisse de groupes à stratification sociale avec leurs fêtes agraires ou de groupes à hiérarchie compétitive avec les festivals funéraires. Les sponsors de ces fêtes, toujours des notables en vue, s'engagent dans de ruineuses dépenses pour gagner du statut. C'est le feasting. Feasting, c'est la fête, c'est le banquet au cours de laquelle gaspiller de la nourriture est source de prestige. Dans un ouvrage récent intitulé Why Cultivate, pourquoi cultiver? Pourquoi l'agriculture? Les auteurs s'interrogent sur les raisons de ce choix depuis la préhistoire de transitionner vers l'agriculture. Là, on est en plein dans la transition de néolithisation. Donc pour l'Asie, plus spécialement vers la riziculture. Un des auteurs propose que dans un contexte de course au statut, le riz était conçu comme un produit de luxe, luxury food, capable d'impressionner les mangeurs de racines, comme le caviar les mangeurs de kebab. Une autre raison proposée par un collègue australien, c'est la difficulté, le challenge. Sa recherche est centrée sur le tissage de pièces de textiles complexes mettant en jeu diverses techniques ardues. Les femmes de ces villages sont en concurrence pour produire les pièces les plus belles, les plus compliquées. Pour elles, c'est l'équivalent de la chasse aux têtes pour les hommes. C'est elles qui le disent. Et ce serait donc parce que la culture du riz est particulièrement efficace, risquée et peu rentable que pouvoir exhiber des greniers pleins de riz et gaspiller des tonnes de riz de façon ostentatoire constitue le summum du succès. La difficulté surmontée et plus généralement est source de prestige. Voilà, comme traverser l'océan en planche à voile ou se construire un tombeau en forme de pyramide. Bien sûr, si on se soucie seulement de nourrir sa famille, le sagou ou le manioc fera assez bien l'affaire. Mais la notoriété, la réputation, la renommée, la célébrité, la gloire, on tombe alors dans la logique des Shadocks. Pourquoi faire simple quand on fait compliqué? Là, cette histoire de simple et de compliqué, je rejoins Luc Jalot. Pour conclure, l'étude des langues vernaculaires dans le cadre d'un travail de botanique économique, linguistique, historique, c'est vrai que ça fait prétentieux, informe sur les plantes utiles indigènes et les systèmes de subsistance traditionnels. Elle suggère des chronologies relatives à valeur locale de l'introduction de diverses plantes utiles exogènes. Elle informe aussi sur l'origine de l'introduction des plantes impliquées au cours d'une transition. Ce sera une région donnée ou une tribu voisine. Et combinée à une approche historique et ethnographique, elle éclaire surtout, et c'est ça je pense qui est important, elle éclaire surtout les modalités pratiques de ces processus longs de transition des systèmes de subsistance. Ce travail n'est pas parfait, il n'est pas totalement convaincant, surtout que j'ai dû en sauter certaines parties. D'abord parce que le terrain concerné à l'échelle de l'île est extrêmement vaste, c'est un travail en cours. J'ai circonscrit mes exemples de marqueurs de transition ici aux plantes à féculents. On pourrait y inclure évidemment aussi les jacquiers, autres artocarpés, les bananiers. On peut aussi faire le même type d'études pour les protéines animales, avec l'introduction progressive d'espèces domestiques, toujours des côtes vers l'intérieur, le chien et le poulet, puis le porc et le buffle d'eau, et plus récemment la chèvre, le bœuf et le canard. Et pour ma dernière minute, un point d'actualité, l'Indonésie qui peine à nourrir sa population en expansion, 275 millions d'habitants, et à assurer sa sécurité alimentaire,
cherche maintenant à développer la culture d'autres sources de glucides délaissées depuis longtemps. Je cite l'article, tels que le maïs, le sorgho, le mil, les patates douces, le taro, l'orge, la citrouille, le millet, le manioc, le sagou, le taro et divers types de bananes. Voilà, je vous remercie.